Bonjour, chers amis auditeurs et auditrices, c'est Hervé Chesville à l'antenne. Toujours heureux de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire Panorama Info. C'est avec une infinie tristesse que j'ai suivi ces derniers jours les affrontements sur la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande, entre les armées de ces deux pays. Ces combats ont causé la mort de dizaines de personnes des deux côtés, tant militaires que civils, et ils ont aussi provoqué le déplacement de milliers d'habitants des zones frontalières, essentiellement des paysans. Fort heureusement, un accord de cessez-le-feu a été conclu à Kuala Lumpur grâce aux efforts du Premier ministre malaisien. C'est la Malaisie qui assure cette année la présidence tournante de l'ASEAN, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, l'organisation régionale, dont font partie le Cambodge et la Thaïlande. Ce qui était en train de devenir une véritable guerre, avec des bombardements aériens et terrestres, n'aura donc duré que 5 jours de trop. Dans les deux pays, la fièvre nationaliste et guerrière est rapidement montée et a enflammé les esprits. Ayant des amis dans les deux pays, j'ai pu suivre presque en direct cette propagande par le biais de communiqués, de photomontages et de proclamations nationalistes et patriotes, tous instillant la haine et le désir de revanche à l'égard du voisin. Ces deux peuples, Thaï et Khmer, sont tout aussi farouchement nationalistes et patriotes l'un que l'autre. Comme dans tous les conflits, la vérité est toujours la première victime et cette surenchère verbale a engendré inévitablement beaucoup d'exagérations et de mensonges des deux côtés. J'aime la Thaïlande, j'aime le Cambodge. Ces deux pays m'ont passionné depuis les années 80 et ils ont déterminé, avec le Laos, le cours de ma vie estudiantine d'abord et professionnelle ensuite. J'ai étudié les langues, l'histoire, les civilisations de ces contrées à Langzhou, à Paris, où j'ai décroché plusieurs diplômes. J'ai également beaucoup séjourné dans ces pays pour lesquels je continue à éprouver un grand attachement et une infinie nostalgie. D'où mon chagrin face à ces affrontements qui n'auraient jamais dû avoir lieu. Nos grands médias ont assez peu évoqué la situation à la frontière Cambodge-Thaïlande. Et s'ils l'ont fait, ils n'en ont pas expliqué les raisons de tels affrontements. J'ai constaté que ceux qui en ont entendu parler ne parviennent pas à comprendre comment deux pays bouddhistes voisins peuvent en arriver là. C'est pourquoi j'ai décidé de consacrer cette nouvelle émission de Panorama Info à ce dossier. Je vais tenter d'expliquer le plus simplement possible les raisons d'un tel conflit frontalier. Ces raisons vont nous faire parcourir en quelques minutes plus d'un millénaire d'histoire, une histoire peu connue du grand public en Europe. Car si des millions de touristes visitent la Thaïlande et le Cambodge chaque année, peu s'intéressent au passé et à la beauté des antiques civilisations qui se sont épanouies en ces contrées. Lorsque l'on évoque le Cambodge et la Thaïlande, on se doit de donner quelques repères historiques. Pour simplifier, je dirais que le rapport entre ces deux nations d'Asie du Sud-Est, c'est un peu ce que pouvait entretenir Athènes à l'Antiquité avec Rome, et inversement. La civilisation khmer est largement antérieure à celle des voisins, dont les trois principaux sont le Vietnam, le Laos et la Thaïlande, que je devrais plutôt appeler Siam pour des raisons que je ne vais pas tarder à expliquer. La civilisation khmer est apparue sous diverses appellations durant les premiers siècles de notre ère et elle a produit des royaumes puissants qui ont subjugué et assimilé toutes les entités territoriales de la région. Cette civilisation est apparue entre le 3e et le 8e siècle sous les appellations chinoises
de Funan et Chenla, avant de culminer entre le 9e et le 15e siècle, durant la période angkorienne. À son apogée, l'Empire khmer dominait tous les territoires qui forment aujourd'hui la Thaïlande et le Laos, ainsi que le sud du Vietnam et le nord de la péninsule malaise. Cette civilisation khmer fut longtemps hindouiste et influencée donc par la civilisation indienne. L'écriture khmer est d'origine sanskrite et pali, de langue morte du sous-continent indien. Puis, des moines que je qualifierais de missionnaires sont venus de Ceylan, des moines bouddhistes. Ce sont eux qui ont introduit le bouddhisme Theravada, que l'on appelle communément en Occident bouddhisme du petit véhicule. Je n'ai pas le temps aujourd'hui d'expliquer la différence entre les différentes formes de bouddhisme. Donc ce sont eux qui ont introduit le bouddhisme Theravada chez les Khmers, et ce sont ces derniers qui l'ont ensuite diffusé dans toute l'Asie du Sud-Est. Les majestueux temples hindous qui avaient été édifiés au cours des siècles sont devenus, progressivement, des temples bouddhistes, et d'autres ont ensuite été construits sur toute l'étendue du territoire de l'Empire khmer, cette fois pour le Bouddha. Il est bon de rappeler ici que le plus vaste édifice religieux au monde, le célèbre Angkor Wat, était initialement un temple hindouiste qui fut par la suite converti en temple bouddhiste. Où étaient les Thaïs à l'époque où ces splendides temples hindouistes puis bouddhistes étaient édifiés? La réponse est toute simple. Ils n'étaient pas là, car les Thaïs vivaient encore au Yunnan, dans le sud de l'actuelle Chine. Ce n'est qu'à partir du XIIe siècle de notre ère que les peuples thaïs ont entamé une lente migration le long des vallées des grands fleuves coulant vers le sud, entre autres le Menam Chao Phraya et ses affluents, et le Mekong. Ils se sont infiltrés dans les territoires sous domination khmer du nord de l'actuelle Thaïlande et de l'actuel Laos, tout en se mélangeant aux populations déjà établies sur place, dont ils ont adopté la culture et la religion. Dans les zones où ils s'installèrent et où ils prospérèrent, ils finirent par créer des principautés thaïs, puis des royaumes, d'abord vassaux de l'Empire khmer, mais qui, peu à peu, au fil des siècles, se sont affranchis pour former de puissants royaumes, alors que de son côté, l'Empire khmer déclinait. Sukhothai fut la capitale du premier royaume thaï à s'être affranchi de l'Empire khmer. Elle fut fondée en l'an 1238 et elle est située à 450 km au nord de l'actuelle capitale thaïlandaise, Bangkok. On peut y admirer les ruines de la cité antique de Sukhothai qui couvre une superficie de 70 km². Ce puissant royaume subsista jusqu'au XVe siècle. La tradition veut que ce soit l'un de ses rois, Ramkhamhaeng, qui inventa l'alphabet thaï en 1238 afin de transcrire la langue thaï. En fait, cet alphabet, toujours utilisé en Thaïlande, s'inspire de l'alphabet khmer, mais il est mieux adapté pour transcrire le thaï, qui est une langue tonale, alors que le khmer est une langue monotonale. J'ai dit tout à l'heure que l'alphabet khmer est d'origine pali et sanskrite, deux langues mortes d'Inde. L'alphabet thaï, comme l'alphabet lao, sont donc eux aussi indirectement via le khmer d'origine pali et sanskrite. Durant mes études à Langzhou, j'ai étudié une ancienne principauté thaï située sur le territoire de l'actuelle Thaïlande. Il s'agit de la principauté de Chiang-saen, à l'extrême nord de la Thaïlande, au bord du Mékong, sur la frontière de l'actuel Laos, à quelques kilomètres de l'actuelle Birmanie. C'est la région que les agences de tourisme ont appelée Triangle d'Or. À Chiang-saen, j'ai passé des journées entières à parcourir les ruines et à admirer les antiques stupas. Les stupas, ce sont ces très hauts édifices, parfois coniques, parfois hexagonaux ou pentagonaux, qui sont en fait d'énormes reliquaires, qui contiennent des reliques du Bouddha.
au milieu d'une abondante végétation et a étudié les objets retrouvés durant les fouilles qui y ont été effectuées. D'autres principautés thaï ont vu le jour à la même époque que Sukhothai et Chiang-saen, dans la partie nord de l'actuelle Thaïlande et de l'actuel Laos, et même dans l'est de l'actuelle Birmanie avec les principautés Shan. Puis un nouveau royaume émergea plus au sud. C'était le royaume d'Ayutthaya, fondé autour de 1350. La ville d'Ayutthaya, capitale de ce puissant royaume, est située sur les bords du fleuve Menam Chao Phraya, à environ 70 km de Bangkok, au nord. Là aussi, on peut en admirer les magnifiques ruines de temples et de stupas. La puissance de ce royaume thaï défia celle des Khmers, et les deux nations se livrèrent des guerres incessantes, dont l'une s'acheva par la prise d'Angkor Wat, la capitale khmer, en 1431, qui fut mise à sac et pillée. De nombreux artisans et intellectuels khmers furent emmenés en captivité à Ayutthaya, où leur savoir-faire et leur savoir tout court fut largement mis à contribution par le roi d'Ayutthaya, ce qui renforça encore un peu les similarités entre les cultures thaï et khmer. Pour s'en convaincre, il suffit d'assister à une représentation de ballet classique khmer et de ballet classique thaï. Peu de choses les différencient. Le royaume d'Ayutthaya s'ouvrit aux commerçants et aux missionnaires européens, et c'est à cette époque que le pays fut connu en Europe et dans le reste du monde sous le nom de royaume de Siam. En 1685, une ambassade siamoise fut d'ailleurs reçue par le roi Louis XIV à Versailles. Cependant, Ayutthaya finit par subir le sort qu'elle avait infligé à Angkor, puisqu'en 1767, la capitale fut prise et mise à sac avant d'être brûlée et rasée par un autre ennemi, le royaume de Birmanie. Là aussi, le fruit du pillage, des artisans et des savants furent emmenés par le vainqueur. C'est ainsi que des statues khmères, pillées en 1431 à Angkor par les Siamois, peuvent être admirées de nos jours dans un célèbre temple bouddhiste de Mandalay, en Birmanie. Sikh Transit Gloria Mundi. Le Siam eut bien des difficultés à se relever de ses cendres. Un général siamois créa une nouvelle capitale à Thonburi, toujours sur les bords du Menam Chao Phraya, mais encore plus au sud. Ensuite, il se proclama roi, avant d'être assassiné par le fondateur de la dynastie actuelle, qui décida alors, en 1782, de déplacer sa capitale de l'autre côté du fleuve, dans un lieu dit nommé Bangkok. Sukhothai, puis Ayutthaya, n'ont pas été les seuls royaumes thaïs à prospérer et à s'étendre durant la même période. Je pourrais citer en particulier le royaume de Lanna, qui signifie million de rizières, qui s'étendait sur le nord de l'actuelle Thaïlande et avait Chiang Mai pour capitale. Je n'oublierai certainement pas de citer également le royaume de Lansang, million d'éléphants, avec pour capitale Vientiane, dont l'actuel Laos ne représente qu'une petite portion de son territoire. En effet, le Lansang ou Laos s'étendait des deux côtés du fleuve Mékong et comprenait donc tout le nord-est de l'actuelle Thaïlande. Les Lao sont en effet l'un des peuples composés la grande famille des peuples thaïs qui ont migré au fil des siècles depuis le Yunnan. On l'aura compris, l'Empire khmer s'est étendu des siècles durant avant de se rétracter sous les coups de boutoir de royaumes plus récents que lui, les Thaïs à l'ouest et au nord et au nord-est les Viets. Ces deux peuples, Thaïs et Viets, venaient du nord et se sont appropriés au fil des siècles des territoires qui faisaient autrefois partie de l'Empire khmer. C'est ce qui explique pourquoi on trouve des dizaines de temples khmers, de ruines de temples khmers, de l'époque angkorienne, voire même pré-angkorienne, sur les territoires actuels de la Thaïlande et du Laos et du Vietnam. Leur présence ne signifie donc pas qu'ils ont été bâtis par les ancêtres des Thaïlandais, des Laotiens
ou des Vietnamiens. Il prouve seulement l'antériorité de la présence khmer en Asie du Sud-Est. C'est un peu comme les temples grecs, les églises byzantines ou arméniennes se trouvant sur le territoire de l'actuelle Turquie. Ils n'ont pas été édifiés par les Turcs, mais par les peuples qui vivaient sur le territoire de l'actuelle Turquie bien avant l'arrivée des nomades turcs venus des steppes d'Asie centrale. Lors de l'arrivée de la France en Indochine, il ne restait plus grand-chose de l'ancien Cambodge, tant il avait perdu de territoire sous la pression des envahisseurs siamois et viettes. Les Français ont d'ailleurs entamé leur conquête de l'Indochine avec la prise de la citadelle de Saigon, qui se trouvait dans une région dont les Viettes s'étaient emparés depuis peu et qu'ils étaient en train de coloniser avec la migration de populations viettes venues du nord. Ce que les Français ont baptisé Cochinchine, c'est-à-dire le tiers sud de l'actuel Vietnam, est d'ailleurs parsemé de ruines de temples khmers. L'imposition du protectorat français sur le Cambodge a donc porté un coup d'arrêt au processus de disparition du Cambodge, un processus qui avait commencé durant la deuxième moitié du XVe siècle et qui s'était poursuivi jusqu'au milieu du XIXe siècle. Lors de la signature du traité de protectorat avec le roi Norodom du Cambodge en 1863, même l'ancienne capitale, Angkor Wat, ne se trouvait plus au Cambodge, mais faisait partie du royaume de Siam. Ce n'est qu'en 1907 que la France parvint à faire signer un traité au Siam qui permit la réintégration d'Angkor et de la région environnante dans le territoire du Cambodge. Ce qui n'empêcha d'ailleurs pas la Thaïlande de profiter de la faiblesse de la France en 1941, de récupérer les territoires précédemment cédés au protectorat français du Cambodge et du Laos, avant de devoir les rendre à ces deux pays après la capitulation japonaise. On peut donc dire que la frontière délimitant les territoires cambodgiens et siamois a été imposée par la France et que les Thaïlandais, ceux d'hier comme ceux d'aujourd'hui, ne l'ont jamais vraiment accepté. C'est cela qui explique les récents affrontements entre les deux pays voisins. S'il est un temple angkorien qui concentre à lui tout seul toute la frustration thaïlandaise, ainsi que l'expression du nationalisme khmer, c'est bien celui de Prasat Pravihir que les Thaïlandais appellent Prasat Pravihan. Ce temple a été édifié durant l'Empire khmer au sommet d'une colline des monts Dangrek, à plus de 500 mètres d'altitude. Dédié au dieu hindou Shiva, il est ensuite devenu un temple bouddhiste. Le temple actuel date de la première moitié du XIe siècle, bien que le site ait été occupé par un ermitage dès le IXe siècle. Il a été inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO le 7 juillet 2008 pour son, je cite, « architecture adaptée à la fois aux contraintes naturelles du site et aux fonctions religieuses du temple, ainsi que pour la qualité des ornementations de pierres sculptées ». Fin de citation. L'UNESCO considère ce temple comme ayant, je cite à nouveau, une valeur universelle exceptionnelle. Et l'UNESCO le décrit ainsi. Pravihir est un chef-d'œuvre remarquable de l'architecture khmer. Il est très pur dans sa configuration comme dans la finesse de ses décors. Le problème est que les monts Dangrek forment la frontière actuelle entre le nord-ouest du Cambodge et la Thaïlande. À l'endroit où est situé le temple, la frontière entre le Cambodge et la Thaïlande est délimitée par la ligne de crête des monts Dangrek, sauf en ce qui concerne Pravihir, qui apparaît comme une sorte d'enclave sur le versant nord-ouest. Le site est d'ailleurs beaucoup plus facile d'accès depuis la Thaïlande que depuis le Cambodge. Ce site khmer, puis siamois, a été une source de nombreux litiges et le temple a souvent changé de nationalité. En 1907, après un travail sur le terrain, des fonctionnaires français dressèrent les cartes. Toutefois, les relevés topographiques qui furent envoyés aux autorités siamoises et sur lesquels s'appuiera la décision de la Cour internationale de justice en 1962 montraient que la frontière s'éloignait de la ligne de crête dans le secteur de Pravihir et mettait le temple du côté cambodgien. En 1953,
après l'indépendance du Cambodge et le départ des Français, l'armée thaï investit le temple. Le Cambodge protesta et le problème devint politiquement sensible entre les deux pays. Les relations diplomatiques se tendirent et des menaces d'intervention militaire furent évoquées de part et d'autre. En 1959, le Cambodge porta l'affaire devant la Cour internationale de justice de La Haye. Pour rendre son arrêt, la Cour ne s'appuya pas sur les questions d'héritage culturel, ni de savoir qui était le véritable successeur de l'Empire khmer, mais sur des points techniques relatifs aux travaux de délimitation entrepris au début du XXe siècle et sur la façon dont le Siam puis la Thaïlande avaient avalisé les résultats de ces travaux. Le 15 juin 1962, la Cour internationale de justice décida par 9 voix contre 3 que Prévihir appartenait au Cambodge et par 7 voix contre 5 que la Thaïlande devait restituer toutes les antiquités, notamment les sculptures, qui avaient été prises dans le temple. La Thaïlande réagit avec véhémence. Des manifestations de masse furent organisées dans tout le pays contre la décision. Finalement, la Thaïlande accepta de mauvaise grâce que le site retourne au Cambodge. Cependant, si la Thaïlande se résigna à reconnaître la souveraineté du Cambodge sur le temple et ses abords immédiats, il n'en fut pas de même pour les terrains alentours, car la Thaïlande prétendait, en contradiction avec le jugement de 1962, qu'en réalité la frontière n'avait jamais été clairement démarquée à cet endroit-là. En janvier 1963, le Cambodge reprit officiellement possession du site lors d'une cérémonie à laquelle participèrent un millier de personnes, dont la plupart atteignit le site en escaladant la falaise du côté cambodgien. Le prince Norodom Sihanouk, chef de l'État cambodgien, réussit l'ascension en moins d'1 heure et fit des offrandes aux moines bouddhistes. Il fit aussi un geste de conciliation pendant la cérémonie en annonçant que les Thaïs pourraient visiter le temple sans visa et que la Thaïlande pourrait conserver les antiquités qu'elle avait pu prendre sur le site. Toutefois, si ces décisions permirent d'apaiser la tension, le ressentiment restait sous-jacent et n'attendait qu'une occasion pour ressurgir. Le plus grave incident fut certainement la réoccupation du temple, le 2 avril 1966, par l'armée thaïlandaise, délogée par les forces armées royales khmer le 6 du même mois. Le différend réapparut publiquement quand, en 2001, le Cambodge décida de faire enregistrer le temple au patrimoine mondial de l'UNESCO. La Thaïlande protesta qu'une telle décision devait découler d'un effort commun au motif que la frontière entre les deux pays n'était pas encore clairement délimitée et que la souveraineté de certains terrains faisant partie du projet n'avait pas été réglée par l'accord de 1962. Après cela, les deux pays admirent que Prévihir présentait une valeur culturelle universelle remarquable et devait être inscrit au plus tôt à la liste du patrimoine de l'humanité. Les deux nations se mirent d'accord pour que le Cambodge propose officiellement, avec le soutien de la Thaïlande, le site à la 32e session du Comité d'évaluation des patrimoines mondiaux devant se tenir à Québec lors de l'été 2008. En contrepartie, la zone à inscrire avait été amputée d'un territoire de 4,2 km², revendiqué par le Cambodge mais occupé par l'armée thaï. Seul le temple et ses abords immédiats faisaient encore partie du site à enregistrer. Cependant, face à la montée de la fièvre nationaliste côté thaïlandais, la Thaïlande finit par retirer son soutien à la démarche cambodgienne. Ce temple allait désormais être utilisé par les partis politiques thaïlandais dans le cadre d'une surenchère nationaliste interne. Le Cambodge continua néanmoins le processus d'enregistrement et le 7 juillet 2008, le temple de Prévihir fut inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. Début 2011, des échanges de tirs eurent lieu aux alentours du temple entre soldats cambodgiens et thaïlandais, faisant 5 morts. C'est ce vieux contentieux autour du temple de Prévihir qui a provoqué ces 5 jours d'affrontements meurtriers ces derniers jours sur la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge, chaque pays rejetant la responsabilité sur l'autre. La cathédrale de Strasbourg est une très belle cathédrale gothique, mais elle est de style authentiquement
germanique. L'affirmer ne provoque plus de nos jours de contestation patriotique, tant en France qu'en Allemagne. L'an passé, j'ai eu le bonheur de visiter l'impressionnante cathédrale de Tournai. C'est aussi une cathédrale gothique, mais d'un style caractéristique des cathédrales de la moitié nord de la France. Or, Tournai, après avoir été longtemps française, fait partie de l'actuelle Belgique. Il ne viendrait à personne, en France, de remettre en question cet état de fait. Il est donc à espérer que la Thaïlande et le Cambodge parviendront à faire abstraction de leurs sentiments nationalistes pour parvenir à surmonter leurs vieux contentieux autour de Prévihir. Les deux pays appartiennent à la même civilisation et ils ont la même religion, le bouddhisme Theravada. Nous l'avons vu, la culture, la langue et l'écriture thaï doivent beaucoup à leur héritage khmer. De nombreux temples khmer se trouvent en territoire thaïlandais. Je pourrais citer par exemple le site de Pimai, où ils attirent des touristes venus du monde entier. La Thaïlande n'a donc pas besoin d'un temple khmer supplémentaire, puisqu'elle en compte déjà beaucoup. Mais le fait que Prévihir soit situé sur la frontière et qu'il soit plus facilement accessible depuis la Thaïlande devrait permettre aux deux pays de s'entendre, afin que ce patrimoine architectural devienne un trait d'union entre les deux pays et non une pomme de discorde. Les Thaïlandais ainsi que les touristes visitant la Thaïlande devraient avoir libre accès au temple dans le cadre d'une saine collaboration entre les deux gouvernements. Et surtout, le site devrait être entièrement démilitarisé. Les chercheurs des deux pays devraient pouvoir étudier conjointement ou séparément cet important site archéologique. Un tel arrangement pourrait profiter aux deux pays et leur permettre de renforcer leurs liens économiques et culturels. J'espère donc que la voie du bon sens l'emportera, et c'est sur ces paroles, en espérant que vous ayez pu suivre cette explication simple mais compliquée, ce problème entre deux pays frères, la Thaïlande et le Cambodge. Je vous laisse avec un peu de musique classique khmer, qui est très similaire à la musique classique thaï.